presse et puis les instances de l'époque. Voilà, merci. Merci Claude. Écoutez, après cette entrée en matière, j'ai intérêt à être au niveau. Mais un petit peu de pression, ça c'est bien. En tout cas, moi je suis très heureux d'être là et dans cette docte assemblée, dans ce lieu magnifique. Et j'espère qu'on va pouvoir partager un petit temps sur la méduse et sur cette histoire de la méduse. Claude vous l'a dit, moi je suis marin. C'est l'approche maritime et l'approche managériale en fait de cette histoire de la méduse qui m'a intéressé. L'histoire de la méduse qu'on n'associe pas forcément à une histoire vraie et à une histoire nationale. Pourtant, alors autant Géricault a occupé le terrain avec son radeau, autant l'histoire qui a donné naissance à ce tableau est souvent méconnue ou mal connue. J'en veux pour preuve qu'un jour au Louvre, on était devant le tableau de Géricault et on entendait les visiteurs qui disaient « Ah oui, ça c'est le radeau de la Méduse. Tu crois qu'il y avait un bateau ?» Oui, il y en avait un, il s'appelait la Méduse, mais bon. Alors voilà, il y a un vrai travail pédagogique à faire autour de cette affaire et je compte sur vous pour être des relais de ça. Alors le radeau de la Méduse, on le connaît à travers l'image, évidemment, le tableau de Géricault, et puis cette image qui a été détournée. Voilà. Bon, j'ai mis celle-ci parce qu'elle est un peu d'actualité. Enfin, pour l'équipe de foot simplement, hein, rassurez-vous. D'abord, il n'y a plus Domenech et puis il n'y a plus tout cela. Mais ce radeau de la Méduse, dès qu'on veut parler de quelque chose qui tourne mal, dès qu'on veut expliquer une affaire qui est mal engagée, eh bien allez, on fait référence au tableau de la Méduse. Alors ça peut être une équipe de foot qui ne veut pas jouer au foot en Afrique du Sud, ça peut être un gouvernement qui a des difficultés, ça peut être des difficultés de l'euro et du coup avec des chefs d'État européens. Le radeau de la Méduse, on le retrouve partout, sous toutes ses formes. C'est le tableau le plus détourné au monde. Le radeau, le tableau de Géricault est connu partout et c'est l'image la plus détournée. Alors, encore une fois, c'est cette image-là qu'on a du radeau de la Méduse, mais c'est pas ce qu'il y a derrière le radeau de la Méduse. Alors, je vais quand même mettre la vraie, non, plutôt dans ce sens-là. Quand même mettre la vraie, c'est celle-là qu'on connaît, hein, et sur laquelle on pourra aussi échanger s'il le faut tout à l'heure. L'affaire de la Méduse, elle commence à la seconde restauration. Seconde restauration, en application du traité de 1815, la France peut reprendre possession de ses territoires et de ses comptoirs ultramarins, et en particulier en Afrique. Et donc il s'agit pour ce qui concerne notre sujet de ce soir, de partir au Sénégal pour reprendre le comptoir de Saint-Louis du Sénégal et y développer une activité économique. Activité économique qui est nécessaire parce que là on a cette magnifique allégorie de Louis XVIII qui relève la France de ses ruines. Hein, on sort de quand même une période assez troublée qui a mis la France à mal. On oublie également souvent que l'année précédente, une éruption volcanique du côté des Philippines a dégagé un nuage de fumée qui a causé de grandes difficultés dans le monde paysan et sur les récoltes. Donc presque une famine, en tout cas en France on échappe de peu à la famine, mais en Suisse c'est le cas. Une situation économique désastreuse, une société complètement chamboulée, d'anciens révolutionnaires, des républicains, des bonapartistes, des royalistes, tout ce joli monde qui doit fonctionner ensemble, et puis après s'être entretué gaiement pendant 30 ans, il faut recréer une société, il faut recréer une nation sur ces éléments. Donc vous voyez, la situation est assez compliquée. Et donc pour cette affaire de comptoir au Sénégal, on décide d'organiser une expédition qui partira de Rochefort. Rochefort qui est un port militaire, arsenal militaire, qui est situé entre La Rochelle et Royan, ou pour les amateurs de jeux télévisuels plus jeunes, à côté de Fort Boyard. Fort Boyard dépend de l'arsenal de Rochefort. J'en profite pour faire un petit coup de com' local, hein, c'est toujours bien.
cet arsenal de Rochefort qui est un arsenal qui tourne au ralenti. On a à peine 4 vaisseaux en construction. On va mettre une frégate en construction sur cette année-là. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour payer les ouvriers. Il n'y a plus d'argent pour acheter les matériaux. On est vraiment en service minimum. Il faut savoir que sur les 4 vaisseaux, il y en a 2 qui vont terminer en 1848 et en 1853. Vous voyez, autant de temps, 43 ans pour construire un vaisseau, c'est un record. Un vaisseau, ça se construit en un an, pas en 43 ans. Donc on est dans une situation, là encore, assez pénible, assez lourde. Situation économique, situation sociale, des tensions un peu partout. Et donc de cet arsenal de Rochefort doit partir une expédition, l'expédition du Sénégal, qui sera composée de 4 bateaux en fait. La frégate Méduse, et puis 3 autres bateaux, une corvette, l'Écho, un brick, l'Argus, et une flûte, la Loire. Alors, je les ai cités dans l'ordre de taille décroissant. Ces 4 bateaux vont partir, reconstituer la colonie du Sénégal, donc ils vont embarquer à peu près 400 passagers. 400 passagers qui vont se répartir surtout sur la Méduse, l'Écho et l'Argus. 230 passagers sur la Méduse. Alors, la Méduse, c'est une frégate de 18. Une frégate de 18, c'est une frégate qui a des canons qui tirent des boulets de 18 livres. Peut-être que certains d'entre vous ont vu l'Hermione, cette information, vous avez peut-être une idée de l'Hermione. L'Hermione est une frégate de 12, c'est la réplique d'une frégate de 12. Grosso modo, la Méduse fait 1 mètre de plus en longueur, 47 mètres de long, 12 mètres de large. Vous voyez, c'est tout petit. À bord, plus de 400 personnes, dont 232 passagers. Alors, parmi ces 232 passagers, le gouverneur, son épouse, des négociants, des militaires, énormément de militaires, une bonne partie du corps expéditionnaire sur les 2 bataillons, des artisans, la société horticole du Cap-Vert, qui comprend des botanistes, des jardiniers, des horticulteurs, et un personnage un peu hors norme dont on reparlera plus tard, qui s'appelle Richefort, qui lui embarque au titre de cette société horticole et qui embarque en tant qu'officier de marine. Ne me demandez pas pourquoi un officier de marine se retrouve d'un seul coup avec des jardiniers et des botanistes. Se pourrait bien que l'activité à recréer soit une activité essentiellement à base de culture, et que ce Richefort soit plus orienté vers ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'intelligence économique que vers un jardinage ou l'organisation d'une compagnie horticole. Donc Richefort, on va en entendre parler par la suite parce qu'il va revenir de manière récurrente et pas toujours de manière positive. Je fais juste un aparté sur cette frégate 18, la Méduse. C'est un bateau qu'on connaît bien. Nous, il y a près de 140 frégates de 18 qui ont été construites pour la marine entre 1781 et 1813. Et sur le côté gauche, vous avez le nom des ingénieurs qui ont construit ces frégates. Vous voyez qu'en première ligne, il y a Sané, qui à lui tout seul en construit 70. Et parmi ces 70, la Méduse. Alors, du coup, les plans de Sané, on les connaît. Les frégates de 18 de Sané, on les connaît, parce que chaque ingénieur, en fait, va construire son propre bateau. Il n'y a pas de classe de bateau comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on construit alors on ne construit plus l'aviso, mais quand on construit une frégate furtive, toutes les frégates furtives de la même classe vont être construites sur le même modèle, avec les mêmes plans et selon les mêmes dimensions. À l'époque, chaque ingénieur construit son bateau. Et bien sûr, il garde sa connaissance et sa compétence, et ne fait pas de plan, il ne diffuse pas ses plans. Toutefois, à travers le travail de Sané, on a des éléments très fiables sur ce qu'est une frégate de 18. Frégate de 18 qui est classée comme un des meilleurs bateaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des Britanniques dans la salle.
vous m'excuserez, en tant qu'ancien marin, je vais être obligé de dire que les Britanniques, c'est un peu difficile hein, pour nous, puisqu'ils nous ont toujours mis la pâtée à chaque fois qu'on s'est battu contre eux. Les Britanniques même vont copier ce type de bateau, tellement ils vont les trouver performants. Excellents manœuvriers, qui tiennent la mer, qui virent correctement. Enfin, c'est vraiment des bateaux exemplaires. Donc ça, c'est simplement pour mettre un petit peu en relief le fait que l'affaire de l'échouement de la Méduse n'est pas liée au bateau. D'entrée de jeu, on peut exclure le bateau dans sa structure ou dans son mode de navigation comme étant une cause probable de l'échouement. Alors je parle d'échouement et pas d'échouage. C'est juste pour briller devant un parterre sélectionné. Pour le marin, l'échouement est involontaire et l'échouage est volontaire. Ce besoin des marins de faire des phrases, voilà. On aime faire la distinction. Donc là, il s'agit bien d'un échouement. La frégate va s'échouer sur le Mandarguin et on va voir ça un petit peu plus tard. Donc le bateau, lui, est déjà hors de cause. On sait qu'on ne peut pas imputer à ce bateau une quelconque... Oui. Alors, l'accostage, c'est quand on accoste, c'est-à-dire c'est sur le côté. C'est-à-dire qu'on approche un côté, c'est comme un abordage, bord à bord. L'accostage, c'est sur une côte. On va accoster le long d'une côte, on va s'approcher de la côte. Alors, on a tout un florilège de termes. Hein. On atterrit, d'abord, ça c'est se rapprocher de la terre, puis on accoste, ou on se met à quai, ou on aborde. Voilà. L'échouage, c'est qu'on va faire avancer le bateau et poser le bateau sur le fond du bateau, sur le sable. On ne le met pas à bord, on le met sur on le fait tenir debout sur sa quille. Alors, je ne sais plus où j'en étais du coup. Oui, il faut mieux poser les questions à la fin de l'exposé. Voilà, j'en étais au gouverneur Schmaltz. On a vu la situation en France, on voit la situation localement à Rochefort. Reprenons les... Ah, il y a une tempo alors. Le gouverneur Schmaltz est la personne qui est choisie pour reprendre, pour prendre place en tant que gouverneur à Saint-Louis du Sénégal. Schmaltz, comme son nom l'indique, est né à Lorient, d'un père alsacien, négociant. Il a un parcours un peu extraordinaire, ce Schmaltz. Il est négociant lui-même. Il va agir à plusieurs endroits. Il va partir du côté de la Réunion. Là, il va rencontrer des officiers français qui sont au service de la Hollande et il va estimer qu'ils ont plutôt un régime de vie assez agréable. Donc, il va s'engager au service de la Hollande comme officier du génie et il va entreprendre des travaux. Il va revenir ensuite, il sera démobilisé, il va refaire acte de candidature, on va le reprendre, il sera gouverneur de la Guadeloupe. On l'envoie comme gouverneur de la Guadeloupe au moment de la première restauration. Au moment des 100 jours, donc retour de Napoléon, on estime que le personnage a des idées royalistes un peu trop affichées. Donc on l'arrête, on le met sur un bateau et on le renvoie en France. Et Schmaltz arrive à Brest au moment de la deuxième restauration. Donc il n'arrive pas comme un traître royaliste, mais comme un héros royaliste. Donc finalement ça joue en sa faveur et on va le nommer par la suite gouverneur du Sénégal avec une promotion au grade de colonel. Et Schmaltz, là, il a son bâton de maréchal, si je puis dire. Il sait que la colonie du Sénégal, c'est ce qui va lui permettre, en fait, c'est l'aboutissement de sa carrière, et c'est là où il va falloir qu'il soit très bon. Donc il a une envie, Schmaltz, c'est d'arriver vite. Et, si vous permettez, moi j'ai une autre théorie, c'est que derrière chaque homme, bien sûr, on le sait, il y a une femme. Et là, en l'occurrence, si ça veut bien, mais ça veut pas, ça part vite d'un seul coup. Hein.
Alors, voilà. Bon, derrière M. Schmalz, il y a Mme Schmalz. On n'aura pas le portrait de Mme Schmalz, je suis désolé. Normalement, elle apparaît derrière le portrait, c'est magique. Il y a Mme Schmalz. Et Mme Schmalz, on sait que pendant toute la traversée, elle va être malade en mer. Et elle est malade et elle s'en plaint. Et elle s'en plaint auprès de qui? Elle s'en plaint auprès de son mari. Et ce qui peut paraître logique. Et du coup, le colonel Schmalz, lui, va s'en ouvrir auprès du commandant de la Méduse, le capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareix. Et Hugues Duroy de Chaumareix est déjà dans une situation compliquée. Je vais y revenir. Il est, lui, Chaumareix, on lui colle une réputation d'incompétent, de peureux, aujourd'hui, hein, de peureux, d'alcoolique, et on dit très facilement, on trouve ça très facilement, cet homme n'a pas navigué depuis 25 ans. Alors, qui est Hugues Duroy de Chaumareix? C'est d'abord le neveu de l'amiral d'Orvilliers. Il sert sous les ordres de son oncle, et il est particulièrement bien noté. On le considère comme un bon marin. Chaumareix, au moment de la Révolution, comme beaucoup d'autres, choisit d'émigrer en Angleterre. Pas le seul à faire ça. Hein. Et là, une fois en Angleterre, on va le chercher et il participe au débarquement de Quiberon. Il aurait pu tranquillement continuer à jouer au tric-trac dans les salons. Il participe au débarquement de Quiberon. Pour un peureux, je trouve que c'est pas mal. Le débarquement de Quiberon, bien sûr, échoue. Il est fait prisonnier. Et il n'est pas prisonnier engagé, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné sa parole. Il n'est pas prisonnier sur parole. Donc il va monter un plan d'évasion. Là encore, pour quelqu'un qui est prisonnier, qui a le droit de le faire, chercher à s'évader, c'est aussi courageux. Alors là, on dit oui, mais il s'évade grâce à une femme. Parce que vous savez, dans l'évasion, il y a des hiérarchies. Hein. C'est 1, je m'évade tout seul, 2, c'est moins bien, je m'évade grâce à un homme, et 3, je m'évade grâce à une femme, c'est encore moins bien. Donc on lui reproche ça. Il s'évade, oui, mais grâce à une femme, comme si ça avait un sens. Donc il s'évade. En 1804, là, petit point particulier dans sa carrière, il bénéficie d'une mesure de l'Empire et il rentre en France et il devient un collecteur d'impôts. Donc il collecte l'impôt pour l'empereur, ce qui va lui permettre plus tard d'assumer au roi ô combien il est fidèle et ô combien il est sujet de sa majesté. Il n'accorde rien, donc il le fait quand même. En 1814, au moment de la première restauration, il est déjà question de reprendre les colonies. Et il y a déjà une expédition qui doit partir au Sénégal, mais qui doit partir de Brest. Donc il demande à en être. Et en 1814, on trouve Chaumareix sur l'Aigrette, commandant de l'Aigrette, qui est un bateau, alors c'est pas le bateau amiral, si je puis dire, de l'expédition, c'est un des bateaux qui doit partir au Sénégal. En 1814. Donc quand on dit qu'en 1816, il n'a pas navigué depuis 25 ans, il faudra juste m'expliquer comment on fait pour trouver 25 en faisant 1816 moins 1814. Donc il a navigué. Il n'a certainement pas navigué en mer, mais il a navigué, il a repris contact avec le bateau. On dit qu'il est alcoolique. Pour le garçon, hein, il est rhabillé pour l'hiver. On dit qu'il est alcoolique parce que un des naufragés et des rescapés du radeau, le capitaine Dupont, écrit dans ses mémoires le commandant Chaumareix allait souvent à la bouteille. Bon, donc certains romanciers, Éric Emtaz par exemple, qui a écrit un roman sur la Méduse, s'est emparé de ça et du coup nous décrit Chaumareix comme un alcoolique notoire, etc. Moi j'ai juste envie de dire à Éric Emtaz et à d'autres, reprenez votre lexique maritime et vous verrez qu'en face de bouteille, vous verrez toilettes des officiers. Les bouteilles sont les toilettes des officiers. Donc si Chaumareix allait souvent à la bouteille, plutôt tendance à penser qu'il était indisposé, donc pas forcément non plus maître de tout, plutôt qu'alcoolique. Et je crois que Chaumareix était malade en fait. Chaumareix était malade
il était lui-même sous une pression du ministre de la Marine, qui l'a réintégré en trafiquant légèrement les dates. Normalement, pour être réintégré, il aurait fallu qu'il ait moins de 50 ans, il en avait 54, mais compte tenu des services rendus, etc., on le réintègre quand même. Donc il sait que, en fait, il a fait l'objet d'un passe-droit. Il sait qu'il faut qu'il réussisse sa mission. Il sait qu'il a des ordres du ministre de la Marine qui lui dit vous vous rendrez à Saint-Louis et vous irez promptement. À bord, il y a Schmalz qui lui met la pression, son épouse sûrement, en disant il faut aller vite, il faut aller vite. À bord, je vous ai dit tout à l'heure que la société civile est composée d'anciens révolutionnaires, républicains, bonapartistes et royalistes. Mais à bord, c'est la même chose. Sauf que là, vous avez 400 personnes sur une plateforme qui fait 40 mètres de long sur 12 de large. En proportion, vous avez des bonapartistes, des anciens révolutionnaires, des républicains et des royalistes. Tout ce joli monde-là doit vivre ensemble et fonctionner ensemble. Et Chaumareix se méfie de ses officiers, notamment tous ceux qui ne sont pas royalistes, y compris son premier lieutenant. Donc à bord, il y a une espèce de tension qui doit rajouter au stress de Chaumareix, qui perd ses moyens. À tel point qu'à un moment, il va confier le commandement de la frégate à Richefort, le fameux Richefort du début. Contrairement à toute logique, alors qu'il y a d'excellents officiers à bord, alors qu'il y a d'excellents marins, Chaumareix confie le commandement de sa frégate à un passager civil. Énorme quand même, qui va commander des manœuvres, qui va s'amuser à faire virer la frégate au large de Madère, etc. Et évidemment, il n'y a plus aucune confiance entre Chaumareix et son équipage. Et pourtant, Chaumareix, avant l'appareillage, quand il était en rade d'Aix, il convoque son état-major et lui dit vous serez mes enfants et je serai votre père. Vous imaginez l'homme à poigne déjà, qui s'impose tout de suite avec un équipage et un état-major qui est probablement difficile à manager, puisque chacun a sa culture, ses prérogatives, ses ambitions, etc. Et lui, homme à poigne, s'impose en disant « je serai votre père, vous serez mes enfants ». Et on a une autre preuve du caractère bonhomme de Chaumareix, c'est qu'il écrit également à sa famille, juste avant l'appareillage, et il envoie une lettre à sa fille aînée, en lui disant « aujourd'hui j'ai commandé une manœuvre, et on m'a obéi ». Extraordinaire. Commandant s'étonne qu'on lui ait obéi. Donc, on sent bien que Chaumareix n'était pas l'homme de la situation. Pourtant, c'est lui qui a été choisi. Il a demandé à prendre le commandement de la Méduse et de l'expédition et des 3 autres bateaux. Et c'est cet homme-là, c'est sur ses épaules, à lui, que va reposer tout le succès de cette mission. Donc, il perd le contrôle, Chaumareix. Il perd tellement le contrôle qu'à un moment, alors qu'ils doivent naviguer ensemble, et que les 4 bateaux doivent naviguer ensemble, lui accélère. Il n'y a que l'Écho, la corvette l'Écho, qui arrive à le suivre. Il perd derrière lui l'Argus et la Loire. La Loire ne peut pas manœuvrer, c'est un petit bateau chargé qui n'est absolument pas manœuvrant. Il les laisse derrière et tant pis, à eux de retrouver la route. Ceci dit, c'est un motif d'exécution de l'article 34 du Code maritime du commandant de l'escadre qui perd son escadre et qui navigue pas conformément aux ordres reçus. Toutefois, Chaumareix ne sera pas condamné à mort. Un autre personnage qui vous touchera peut-être plus, c'est Savigny, aide-chirurgien de Rochefort, qui fait ses études donc à l'école de médecine à Rochefort, et qui, lui, embarque pour la première fois. Alors, tout jeune chirurgien, il découvre la vie à bord, il découvre la promiscuité, il découvre la marine en fait, et lui sera un des personnages clés du radeau par la suite, puisqu'il va se retrouver sur le radeau. Donc je reviendrai un peu plus longuement sur le personnage de Savigny, qui effectivement a écrit une thèse de 26 pages sur l'effet de la calenture, donc la chaleur, sur la faim et la soif sur le comportement,
qui va s'observer. Ce qui est amusant d'ailleurs dans sa thèse, c'est qu'il y a des moments où il s'observe. On a l'impression qu'il est sorti de son corps et qu'il s'observe lui-même. C'est un travail assez particulier qui lui vaudra de devenir médecin, et puis ensuite il va quitter la marine très rapidement pour des raisons que je vais évoquer par la suite. Donc voilà un peu le décor planté. Comme je vous le disais, le commandant Chaumareix n'écoute pas ses officiers, n'écoute pas des passagers qui ont déjà fait cette traversée vers le Sénégal et qui connaissent la route. À l'époque, il n'y a pas de carte très précise, il y a une carte tout de même, mais il y a des instructions nautiques qui, elles, sont assez précises. Et Chaumareix va écouter Richefort, il va écouter Richefort jusqu'au bout. Et à un moment, quand Chaumareix va passer au large du cap Barbas, que vous voyez en haut de l'image, eh bien, il va reconnaître le cap Blanc, que vous voyez en bas de l'image. Vous voyez ? Il navigue le long des côtes, il navigue trop près des côtes, déjà, et il croit reconnaître le cap Blanc alors qu'il est à 200 km au nord du cap Blanc. Et là, quoi que vont lui dire ses officiers, quoi qu'il va entendre, y compris d'ailleurs par Picard, le fameux négociant qui a fait cette route X fois, il va se fier encore une fois à l'avis de Richefort qui va lui dire « Non, il se trompe. Moi je vois bien, c'est le cap Blanc, vous avez raison, commandant. » L'écho, qui est juste derrière la Méduse, va pendant toute la nuit, du 1er au 2 juillet, faire des signaux pour dire attention, mauvaise route, tout le temps. C'est d'ailleurs ce qui est amusant, c'est que depuis même avant le départ de Rochefort, tous les indicateurs, tous les clignotants vont s'allumer, tous les clignotants vont passer au rouge, tous les clignotants vont être reçus et aucun ne va être interprété. Et là non plus, on n'interprète rien. C'est-à-dire que Chaumareix est persuadé d'avoir raison. Ces officiers, en tant qu'officiers de quart, de leur propre initiative, sondent. Ils sondent, ils disent, commandant, alors 30 pieds, 28 pieds, 26 pieds. Non, j'ai raison. Et il part se coucher. Alors, en donnant ses instructions et en donnant l'ordre de virer pour se rapprocher de Saint-Louis du Sénégal. Sauf qu'avec un décalage de 200 km, il ne vire pas vers Saint-Louis du Sénégal, il va tout droit vers le banc d'Arguin, qui est connu. L'officier de quart continue de sonder, voit que l'eau change, il dit, commandant, la couleur de l'eau change, visiblement, c'est du fond. Et là, Chaumareix répond, mettez les bonnettes. Alors, mettez les bonnettes, c'est-à-dire rajouter des voiles, en clair, accélérer. Eh bien, on met les bonnettes, et le bateau se précipite à grande vitesse sur le banc d'Arguin, où il s'échoue le 2 juillet à marée haute. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, il s'échoue à marée haute. L'échouement n'est pas catastrophique en soi. Un échouement à marée basse, à la limite, on attendait la marée haute, on repartait, et puis voilà, quoi, on se sort du banc de sable, on repart, et puis voilà. Sauf que là, on est à marée haute. Donc, comment faire pour sortir le bateau qui s'est enfoncé dans le sable? On dit qu'il a fait sa souille. Il a fait une souille comme un goret dans une porcherie. Le bateau fait sa souille et donc est planté dans le sable. Impossible de l'en sortir. Et là, on va chercher, on va réfléchir, comment faire, etc. Et donc l'idée vient de Schmaltz, pas du commandant, de Schmaltz, le gouverneur, qui décide de faire construire un radeau le long du bord. Alors pour construire ce radeau, on va prendre les éléments de mâture du haut. L'idée est de construire ce radeau qui va permettre d'alléger la frégate. Sur ce radeau, on va mettre les quelques canons qui restent, parce qu'on s'est débarrassé quand même avant le départ de la moitié des canons. On va mettre des canons, on va mettre des caisses, on va mettre des futailles, on va mettre tout ce qui fait poids en fait sur la Méduse, ce qui va permettre de l'alléger. Une fois qu'elle sera allégée, on pourra la sortir par une manœuvre, c'est-à-dire qu'on va mouiller des ancres un peu plus loin, on va virer ces ancres au cabestan, et en tirant, le bateau va sortir du sable, et une fois qu'il sera sorti, on ramène le radeau le long du bord, on remet tout à bord par les mâts qui restent, qui vont servir de grue. Hein. Ce qu'on fait, ce sont des manœuvres assez communes, j'allais dire, assez basiques. Et puis on remet tout à bord,
on remet les mâts en place et on repart. C'est l'idée de départ. Sauf que comme tout est bien organisé, comme tout depuis le début, quand on va mouiller les ancres, pour virer sur les ancres, on va les mouiller dans le sable. Donc évidemment, on met les ancres sur les canottes, on les jette dans l'eau, et puis ensuite on vire au cabestan. Et quand on vire au cabestan entre un bateau qui est planté dans du sable et une ancre, vous imaginez bien que celui qui bouge, c'est pas le bateau, c'est l'ancre qui du coup revient à bord. Bon, on a compris, on a mis l'ancre dans le sable. Du coup, on recommence 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est obstiné quand même. Voilà, donc le temps passe. Pendant ce temps-là, on ne bouge pas. Pendant ce temps-là, on continue de construire le radeau. Et pendant ce temps-là, on continue de pomper dans les cales. Voilà. Et toutes les manœuvres pour tenter de déséchouer la frégate vont être des manœuvres qui sont, j'allais dire, ni faites ni à faire, en tout cas, jamais faites dans le bon sens, ni comme il faut. Ce qui fait que ça ne marche pas. Finalement, ça va marcher au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours seulement. C'est le 5, le 4, pardon, qu'on va réussir à dégager la frégate, à la sortir du sable et à la retourner. Et là encore, comme on est particulièrement bien organisé, méthodique et rigoureux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on dit, chouette, on a sorti la frégate, on continuera demain et on arrête la manœuvre. On arrête la manœuvre. C'est-à-dire qu'au lieu de partir comme ils auraient dû le faire, sous prétexte qu'il y a des choses un peu compliquées à refaire avant, on arrête la manœuvre et on attend. Le problème, c'est que dans la nuit, le vent se lève, tempête se lève, repousse le bateau sur le banc de sable, mais cette fois par l'arrière. Donc c'est le safran, en fait, qui est cassé. Il n'y a plus de gouvernail. Et là, la décision est prise par Schmalz d'évacuer la Méduse et de l'évacuer selon un plan d'évacuation qui a été prévu par Schmalz et Richefort, malgré tout, comme s'il n'en avait pas déjà assez fait. Donc Richefort, ce sera la dernière fois qu'on en entendra parler, va participer au plan d'évacuation et de dire qui va où sur ce bateau. Alors le radeau, le voilà, tel qu'il est, tel qu'on le connaît. Alors tel qu'on le connaît parce que sur ce radeau va se retrouver un ingénieur géographe, Coréard, qui est embarqué sur la Méduse et qui sera un des passagers du radeau. Coréard dessine le radeau tel qu'il était au moment où il a été retrouvé. Alors, un ingénieur géographe qui dessine un radeau sur lequel il a passé 13 jours, on peut considérer que le dessin est assez juste. Et d'ailleurs, nous, on s'est beaucoup servi de ce dessin pour travailler par la suite et faire d'autres choses. Donc voilà ce radeau. Et vous voyez, c'est une espèce de caillebotis irrégulier, puisqu'on ne se soucie pas de faire un plancher, c'est fait pour poser des caisses. Sur lequel on a mis, sur les longueurs, on a mis des mâts. Les mâts sont là uniquement pour servir de rambarde. En fait, c'est des pavois pour éviter que par le mouvement de mer, les caisses qu'on a posées ne glissent et ne tombent dans l'eau. Donc en fait, on construit un catamaran à l'envers sur un caillebotis irrégulier. Et ça se comporte comme un catamaran. C'est-à-dire que dès qu'on prend de l'angle d'un côté, le contrepoids ramène. Mais sauf que le poids est au-dessus. Et c'est ce catamaran, cette machine, c'est comme ça que le radeau va être surnommé par les rescapés, la machine à broyer les vies, en fait, la machine. C'est cette machine qui va, du coup, servir pour l'évacuation, parce qu'il n'y a pas assez de canottes à bord, hein. On n'est pas encore, il faudra attendre encore après le Titanic pour avoir suffisamment d'embarcations de sauvetage, hein. Pour le moment, on ne tient pas compte du nombre de passagers pour calculer le nombre d'embarcations de sauvetage. Et à bord, on a ce qu'on appelle une drome, donc des canottes, une yole, une chaloupe, qui vont servir à évacuer. Alors, la répartition des passagers, elle va se faire, là, je vous l'ai dit, hein, par Schmalz et sur les conseils de Richefort, et on va répartir ces passagers. Et on va décider que sur le radeau, il y aura essentiellement les militaires du corps expéditionnaire, essentiellement les militaires, quelques civils, et puis quelques personnes. Militaires qu'on a décrits comme étant alors, des débris, alors c'est des résidus de fond de bagne, c'est ce qu'on trouve, hein, dans les écrits de l'époque, résidus de fond de bagne et
En fait, on décrit ces militaires comme on aurait décrit la Légion étrangère en 1925. Quoi. Sauf que ces militaires qui sont là, ce sont effectivement des débris de la Grande Armée, des troupes qui ont été fidèles à Napoléon, qu'on préfère envoyer loin de la métropole. Donc on va prendre 25 personnes ici, 30 là, etc. Et on monte ce corps expéditionnaire qui va être un corps expéditionnaire assez étrange, puisque parmi tous ces militaires, on va trouver des Espagnols, des Italiens, des Piémontais, des Corses, des Antillais et même des Charentais. Et tout ça, on met tout ce joli monde dans l'entrepôt pendant toute la traversée du 17 juin, je ne vais peut-être pas préciser, mais l'expédition parle du 17 juin 1816, du 17 juin au 2 juillet jusqu'à l'échouement. Tout ce joli monde va se tenir tranquillement dans l'entrepôt. Pendant les 3 jours de l'échouement, pendant les manœuvres, tout ce joli monde va se retrouver au cabestan, à virer, à faire les manœuvres, etc. Et quand on leur dit d'embarquer sur le radeau, alors ça ne se fait pas facilement non plus. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas fanas non plus pour embarquer là-dessus. Mais toujours est-il qu'ils y vont quand même. Ils y vont quand même. Et puis les autres passagers se répartissent sur les canots. Voilà. On décide de prendre en remorque donc les 4 canottes, le grand canot et le canot major, puis devant les deux plus petits canots, celui du Sénégal et celui du commandant, vont se mettre l'un derrière l'autre en remorque, et l'ensemble de ces 4 canots va remorquer le radeau. La yole, qui est, elle, trop petite pour être attelée, va être devant et va servir de bateau d'exploration. Et puis la grande chaloupe qui est là, qui est dans un très mauvais état, qui prend l'eau, dans laquelle il y aurait dû y avoir 16 avirons, mais on n'en trouve que 5, parce que, je passe très vite, mais je pourrais répondre à des questions plus précisément tout à l'heure. La préparation de la mission est très mal faite, c'est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire non plus. Et au lieu de vérifier le matériel avant de partir, on ne vérifie rien. Donc on part avec une chaloupe qui prend l'eau et qui n'a que 5 avirons. Va elle servir à embarquer des passagers. Donc la répartition des passagers, elle se fait, et des naufragés, elle se fait selon l'ordre qui a été choisi. Le canot du commandant en tête, alors chaque embarcation est commandée par un officier, par l'officier de marine. On met un officier comme commandant de chacun des bateaux. La règle aurait voulu que le commandant soit le commandant du bateau le plus difficile à manœuvrer. C'est ce qui aurait dû être fait. Donc, le commandant Chaumaret aurait dû dire « je prends le commandement du radeau ». Ben non. Lui, d'abord, il n'attend pas que tout le monde ait débarqué. Il va rapidement mettre ses fesses dans son canot qui sera commandé par Chaudière, par un enseigne de vaisseau. C'est pas le commandant qui commande le canot du commandant. Modé prend le commandement du canot du Sénégal, la Perrière avec 49 passagers, dont la fameuse famille Picard, la famille des négociants, derrière, et ensuite le grand canot avec Reynaud. Reynaud est le premier, le lieutenant en pied, c'est le second en fait du commandant. Et sur le radeau, on nomme comme commandant du radeau l'aspirant Coudin. L'aspirant Coudin est l'officier le moins expérimenté. C'est lui qui se retrouve commandant du radeau. Mais évidemment, rien que ça, ce serait déjà trop simple. Coudin a une jambe cassée et il passe la moitié de son temps dans le coma. Donc c'est lui qui est choisi pour commander le radeau. Et quand on dit à Coudin, tu vas prendre le radeau, ses collègues lui disent, attends, on va prendre ta place. Lui dit non, j'ai été désigné, je le fais. Donc il descend sur le radeau et il est là, et rapidement, on va le mettre au centre du radeau, il est un peu surélevé. Rapidement, va se créer un petit groupe qui va être là autour du radeau. De ce petit groupe, on va voir Savigny, Coréard et d'autres qui vont se mettre là. Et très rapidement, en fait, c'est Savigny qui va prendre le contrôle des choses. Très, très rapidement, c'est Savigny qui n'est pas marin, il est chirurgien, qui va plutôt organiser les choses, la distribution des rations, parce qu'évidemment, on achetait vite fait un sac de biscuits sur le radeau avant de partir. Évidemment, le sac de biscuits est tombé dans l'eau.
évidemment, ça aurait été trop simple ça aussi. Évidemment, il y avait un tonneau d'eau, mais évidemment, ça n'a pas marché et il reste que des tonneaux d'alcool. Ça va être simple aussi pour mettre 148 personnes exposées sur un radeau qui n'est pas un radeau. Le radeau, il devrait flotter au ras de l'eau. Lui, il ne flotte pas au ras de l'eau. 148 embarquent. Les plus chanceux ont de l'eau jusqu'en haut des cuisses, les autres ont de l'eau jusqu'à la taille. Rappelez-vous la structure du radeau. De l'eau jusqu'à la taille. Impossible de s'asseoir. Impossible. La plateforme, elle est sur l'eau, donc elle bouge. C'est du bois, donc ça glisse. Celui qui glisse, qui se casse une jambe, meurt noyé. Et c'est ce qui va se passer dès la première nuit. Mais j'anticipe un petit peu. Sur l'évacuation, Renault prévient Espio, qui a une trentaine de passagers sur sa grande chaloupe, et lui dit il reste du monde à bord. Combien? Une vingtaine. Espio, qui est un très bon marin, revient le long du bord de la Méduse et s'aperçoit qu'ils ne sont pas une vingtaine, il y a plus de 60 personnes à bord. Enfin, il y en a plus que ça. Donc il embarque du monde et il se retrouve avec 91 passagers. 91 passagers sur un bateau qui prend l'eau et qui ne peut pas manœuvrer. Comme Espio est un bon marin, il est donc naïf, comme tout bon marin, et se dit ce n'est pas grave. Puisque moi j'ai emmené du monde que je vais sauver, je vais me rapprocher du canot de Renault, qui n'a que 37 passagers alors qu'il pourrait en avoir près de 60, et il va me prendre du monde. Et ainsi de suite, je vais remonter la file, et on va me prendre du monde. Sauf que, évidemment, Renault, avec, n'oublions pas, le gouverneur Schmaltz à bord, voit la chaloupe avec 91 personnes qui sont prêtes à sauter, se dit naturellement, c'est pas bien, mais c'est naturel. Si je le laisse s'approcher, j'ai les 91 qui arrivent là, et on part tous au fond. Donc, il repousse la chaloupe d'Espio. Espio, toujours aussi naïf, s'approche du canot major, demande qu'on lui prenne les passagers, et on le repousse encore une fois. Et là, Espio perd le contrôle de sa chaloupe. Il perd le contrôle de sa chaloupe, et la chaloupe dérive et se dirige vers le convoi, qui est toujours attelé. Vous imaginez que ce convoi, il n'avance pas. Avec le radeau sous l'eau, les 148 tonnes, c'est une ancre flottante, ils n'avancent pas, ils ne peuvent pas manœuvrer. Sur ce canot-là, il y a Maudet, qui lui aussi est un très bon marin, qui voit Espio arriver, et Maudet se dit, si je ne bouge pas, on est tous partis. Donc Maudet a le bon réflexe, c'est-à-dire qu'il va couper devant, couper derrière, il va larguer devant, derrière, pour pouvoir se dégager et laisser passer Espio. Et vous voyez que sur le schéma, du coup, avec 4 canots, on n'avançait pas, il ne reste plus que 2. Donc on avance encore moins. Et là, c'est ça le grand mystère. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le monde largue. Tout le monde largue et le radeau se retrouve seul. Et non seulement tout le monde largue, mais tout le monde part, laissant le radeau sur place. Et alors que sur le radeau, on avait nos 148 passagers qui, au moment du départ, avaient les bras levés au ciel en disant « Vive le roi, vive le roi », d'un seul coup, ces 148 passagers-là se sentent complètement abandonnés. Espio, toujours lui, revient vers le radeau, il ne peut rien faire, il reste un moment à côté du radeau et il part. Et là, sur le radeau, c'est la catastrophe. Le ciel nous tombe sur la tête. On est abandonnés. Et ils sont effectivement abandonnés. Et à partir de ce moment-là, tout bascule. Et tout devient irréel. Le radeau va naviguer, va dériver comme ça pendant 13 jours. La première nuit, il y a une vingtaine de disparus. Entre ceux qui se sont cassés une jambe et ceux qui ont été happés par la mer, qui sont tombés, ils sont une vingtaine de moins. Le premier matin, il y a 3 naufragés, le boulanger et 2 mousses, qui sont épuisés et qui disent non, ça ne pourra pas durer comme ça. Ils se suicident, ils se jettent à l'eau. Ils abandonnent. Le soir, les militaires s'enivrent. Alors là, il y a 2 versions. Les militaires s'enivrent et une fois qu'ils sont enivrés, alors on leur a retiré leur arme quand même avant de les embarquer. Ils cherchent à couper le radeau, ils cherchent, voilà, ils se disent on est perdu, autant en finir tout de suite, etc. Et là, il y a une répression forte
qui est menée par Savigny, Coréard, enfin, le petit groupe qui est au milieu et qui, lui, est resté armé. Et il y a 45 tués. Alors, dans les mémoires de Coréard-Savigny, ils écrivent que les militaires se sont emparés des tonneaux et se sont saoulés. Dans les mémoires de Touche-la-Villette, qui est le charpentier, et dans les écrits, dans les annotations des mémoires de Coréard-Savigny par d'autres rescapés, comme Griffon du Bellay, on trouve en marge, c'est faux, les officiers ont poussé le tonneau vers les soldats. Donc en fait, ce seraient les officiers qui auraient poussé les tonneaux d'alcool vers les militaires pour les enivrer, pour s'en débarrasser. Et quand je vous dis que tout bascule, c'est 3 fois rien. Hein. Et donc, ça c'est le deuxième soir. Le troisième jour, on mange de la chair humaine. Troisième jour seulement, on mange de la chair humaine. Alors là encore, comment on peut arriver à manger de la chair humaine au bout de 3 jours? On meurt de faim au bout de 3 semaines. Ils ont mangé avant, ils ont vécu, enfin, il y a des choses, même s'ils ont faim, même s'ils sont fatigués, ils ne sont pas affamés, ils n'en sont pas à l'état de cannibalisme et de manger de la chair humaine pour survivre. Ils n'en sont pas là, loin de là. Ils ont soif, certes, mais ils n'ont pas faim. Et là encore, on trouve des choses assez étonnantes. Chez Coréard-Savigny, ce sont les militaires noirs qui ont commencé. Oui, ce sont les militaires noirs, sauf que les militaires noirs sont des Antillais. Ils ne sont pas cannibales. En fait, tout le monde a mangé de la chair humaine. Tout le monde a mangé de la chair humaine. Et très rapidement, et même le lendemain, il va y avoir 200 poissons volants qui vont passer par-dessous le radeau, là, qui vont tomber sur le radeau, qui vont attraper. Et les naufragés vont préparer ces poissons volants. Ils vont les préparer et ils vont les accompagner de chair indignée. C'est le terme, chair indignée. Parce que c'est vrai que le poisson à la viande, c'est quand même meilleur. Donc ils ont du poisson, ils mangent quand même de la chair humaine. Ils sont passés de l'autre côté, en fait. Il n'y a plus rien de concret, il n'y a plus rien de règle, il n'y a plus de repères. Et ça va être le combat, en fait, pour survivre. Il y aura une deuxième émeute qui va être réprimée, elle aussi, assez sauvagement. Il y a 2 soldats qu'on va trouver bien gais, donc on va les accuser d'avoir volé du vin, on les met à l'eau. Du coup, on dit qu'il faut surveiller les tonneaux de vin, donc on met 2 autres soldats près des tonneaux de vin. Le lendemain matin, on les trouve bien guillerés, donc ils ont bu, donc on les met à l'eau. À un moment, il y a des gens qui sont bien blessés à bord quand même. Ils sont dans un état bien triste, bien avancé. On ne peut pas les laisser supporter comme ça encore longtemps leur souffrance. On en met 12 à l'eau, on les jette à l'eau. Et là, il y a comme peut-être un retour de quelque chose. Et là, du coup, la petite bande qui reste se dit il faut qu'on arrête. Donc ils décident de jeter leurs armes à l'eau et de rester comme ça. Et finalement, au bout de 13 jours de dérive, le 17 juillet, l'Argus va retrouver, ce sera le tableau de Géricault, l'Argus va retrouver un radeau avec 15 moribonds. 15, 148 au départ, 13 jours après, 15. Sur les 15, il y en a 5 qui meurent immédiatement. En fait, il n'y en a que 10 qui survivent. C'est tout le drame en fait de cette affaire. Le problème, c'est que le commandant de l'Argus va écrire dans son journal de bord qu'il a trouvé un radeau dérivant avec 15 moribonds et sur les haubans de la chair humaine qui sèche. Si cet incompétent n'avait pas écrit de la chair humaine qui sèche, il n'y avait pas de scandale, il n'y avait rien. On s'en sortait comme ça, sauf qu'il l'a écrit dans son journal de bord. Donc c'est ça qui va coincer. Du coup, il va falloir justifier, rendre des comptes. Ça c'était l'émeute. Voilà. Il va falloir justifier, rendre des comptes. Et ça, ces comptes-là, on va les demander notamment à Savigny, qui va devoir écrire un rapport au ministre de la Marine pour expliquer comment des morceaux de chair humaine se sont retrouvés asséchés au ruban, sachant qu'on a bien compris que les parts avaient été découpées par Savigny. C'est l'expert, en l'occurrence, pour faire des parts à peu près équitables et dans les morceaux de choix, il valait mieux être chirurgien. Donc,
c'est lui en fait qui a distribué la chair humaine, donc c'est à lui qu'on va demander des comptes. Et lui va écrire un rapport. Alors, petite parenthèse, avant d'enchaîner sur le rapport. Pour les autres, alors les autres bateaux, alors l'Echo va arriver le 6 juillet à Saint-Louis, les 2 autres bateaux vont arriver entre le 10 et le 11. Espio et sa chaloupe va se rapprocher. Je ne vous ai pas précisé, mais on est échoué à marée haute, mais à 80 km des côtes seulement. Espio avec sa chaloupe va aborder vers le Cap Mirique et va débarquer 63 personnes, une femme et une femme, oui, tout simplement. Donc eux vont faire la route à pied. Ils vont en mourir 11. Mais ils vont arriver à Saint-Louis le 20. Les autres canots vont arriver, eux, le canot Major et le canot du Sénégal, ils vont arriver à Portendic. Ils vont débarquer, ils vont finir la route à pied. 200 km. À peu près quand même 40 km par jour. Ils vont être rejoints par une colonne de secours qui est partie, une colonne de secours menée par un officier irlandais, pas anglais, irlandais, qui va se porter, préciser, qui va se porter au secours en ayant appris que il y avait des rescapés à aller chercher. Ils vont finir à pied et eux vont tous arriver vivants. Et le canot du commandant et le canot du gouverneur, eux, vont arriver directement à Saint-Louis. Alors, maintenant, c'est le moment le plus difficile pour vous. Moi, j'ai fait ce travail il y a longtemps. C'est un travail particulièrement compliqué à mener. Il faut avoir une imagination débordante. Il faut, dans un premier temps, imaginer, je dis bien parce que ce n'est pas réel comme situation, qu'au sein d'un même gouvernement, il y ait des ministres qui ne s'entendent pas. Allez, quelque chose d'assez improbable quand même. Non, c'est des choses qui n'existent pas, qui n'existent plus, c'est pas possible. Et le deuxième effort d'imagination intense, c'est il faut imaginer encore plus loin, oui, je vous en demande beaucoup, il faut imaginer un ministre public qui aurait des accointances avec les médias. Vous voyez, on est carrément dans la science-fiction. Et là, on les a, ces personnages. À droite, vous avez Decazes, qui est ministre de la police, qui est un ministre tempéré et qui a la faveur du roi. À gauche, vous avez Dubouchage, qui est ministre de la marine, qui est ultra-royaliste. Les ultra-royalistes ont remporté des élections. On a un gouvernement d'extrême droite qui ne convient pas au roi. Decazes, ministre de la police, fait intercepter le rapport de Savigny destiné au ministre de la Marine. Et une fois qu'il a ce rapport en main, passe au journal des débats, qui le publie pour mettre l'affaire sur la place publique. Oui, ça, c'est des choses qu'on voit plus, heureusement. Et c'est ça qui va faire scandale. En fait, ce rapport interne de Savigny à Dubouchage, il n'avait pas vocation à être dans le domaine public. Et sauf qu'il s'y retrouve dans les journaux. Et là, alors ce qu'on appelle l'opinion publique va s'emparer de cette histoire et va demander des comptes. Et là, on va demander pourquoi Dubouchage, ministre ultra-royaliste, a choisi Chaumareix comme commandant, pourquoi on est dans cette situation. Et finalement, le scandale va tellement se développer qu'on va arriver à l'explosion du gouvernement, quand même. Dubouchage va démissionner, les ultra-royalistes vont démissionner. Voilà, ça devient un vrai scandale politique. Du coup, Coréard, qui est le fameux géographe là, qui a fait son radeau, lui, est quelqu'un d'un peu perturbé quand même. Je pense qu'il devait être perturbé avant ces 13 jours de dérive, mais se rend compte que cette affaire, qui est en fait leur affaire, l'affaire des survivants, fait les choux gras des journaux. Et il convainc Savigny d'écrire un rapport, un ouvrage qui va traiter de leur affaire. Donc c'est la première édition du traité de Coréard et Savigny, qui va être un succès de librairie. C'est un ouvrage qu'on ne trouvera pas dans sa première édition. Et tous les ans, il y aura une édition complémentaire qui chaque fois sera agrémentée de détails nouveaux.
C'est comme ça qu'à un moment apparaît, au moment de la 3e édition, apparaît l'histoire de la cantinière qui était à bord du radeau et qu'on a jeté à l'eau pour qu'elle rejoigne son mari, parce qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Donc, comme le mari était mort, autant faire mourir sa femme. Sauf que cette histoire qui apparaît dans la 3e édition, elle est reprise ensuite dans l'édition suivante, mais on n'en trouve pas de trace. Historiquement, il n'y a absolument aucune trace de cette cantinière. On a bien trace de 2 cantinières qui étaient embarquées sur le bateau et qui ont été évacuées sur le canot. On n'a pas de trace d'une 3e cantinière qui est à bord. Et du coup, on ne retrouve pas non plus son nom dans le rôle d'équipage et dans le rôle des passagers qui a été conservé au port. Bon, toujours est-il que ce succès de librairie, ça va alimenter, ça va vraiment alimenter le débat public, politique, et je vous dis jusqu'à arriver à la démission du gouvernement. Voilà pour l'affaire. C'est cet ouvrage que, je ne sais pas si je peux parler du tableau tout de suite, je vais juste amorcer. C'est cet ouvrage que Géricault va découvrir rentrant en Italie et qui va lui donner l'envie de peindre son œuvre majeure. Alors, le radeau, pour la petite histoire, je vous ai dit, on a le dessin de Coréard tel qu'il l'a représenté. Alors c'est le radeau au moment où il a été découvert par l'Argus. Nous, on connaît bien les frégates de 18. Notamment au musée de la Marine, on a des modèles de frégates de 18. Il y a la Flore, là, qui est en bas, en dessous, que vous voyez. Sur le radeau, on identifie parfaitement des pièces de mâture. Les espèces de trucs en queue de poisson, là. Nous, on voit bien ce que c'est. Vous voyez, en long, vous avez des choses qui se terminent à l'arrière en espèce de queue de poisson, là. Bon, nous, on voit bien ce que c'est, ça, et où ça va dans la mâture. Donc, comme on connaît bien la frégate de 18, on connaît bien ses dimensions, on a repris, en fait, c'est à partir des éléments du dessin, sur les plans de Sané et sur les modèles de construction, de façon à redimensionner les choses, qu'on a modélisé ensuite grâce à un cabinet d'architectes, qui est le cabinet d'architectes qui a notamment participé à la construction de l'Hermione. On a modélisé ce radeau pour pouvoir le construire ensuite, et on l'a testé, on l'a mis en eau. On n'est pas monté à 148 dessus, on n'est pas allé en pleine mer. Pour reconstituer ce radeau et en faire aujourd'hui un objet de médiation. Là, je pourrais aller un peu plus loin sur comment on confronte les sources. On est arrivé à un engin qui fait 20 mètres sur 12. 20 mètres sur 12, ça correspond en fait aux dimensions de la Drôme, qui a servi des espars, et enfin de tous les éléments de mâture et des éléments, les bouts de bois qu'on avait à bord de la Méduse pour retourner à la colonie. Ça correspond à ça. Ça correspond aussi aux témoignages des naufragés. Notamment, il y a le fameux capitaine Dupont qui dit dans ses mémoires nous étions sur un radeau qui faisait 20 mètres sur 7. Mais lui, Dupont, ce qui l'intéressait, c'était la plateforme intérieure. C'était pas le hors-tout. Et la plateforme intérieure, elle fait bien 20 mètres sur 7. Donc on a réussi à reconstituer ce radeau de façon à pouvoir aujourd'hui le présenter dans la cour du musée et raconter l'affaire de la Méduse. J'ai essayé de tenir dans le temps. Merci. Certainement des questions. Vous savez que dans le jury de Savigny, il y avait des gens de très grande qualité, très connus. Corvisart, je lis, là, Corvisart, Dubois, l'Allemand, Percy, Pinel, Degenet, et puis Duputre. C'est beaucoup de monde dans son. La thèse proprement dite, franchement, non. C'est intéressant pour découvrir le personnage psychologiquement. Exactement. C'est peu caché. C'est intéressant. Donc, vous avez certainement des questions. Je ne sais pas si M. Binet est là, parce que je m'inquiète. Non. Alors, donc, nous allons avoir le temps. Vous avez certainement des questions à poser. On va les enregistrer. Oui, merci beaucoup. Sur la carte, on a l'impression que le chemin du radeau est très proche des côtes, mais vous avez dit que c'était à 80 km, c'est ça? Oui, 80 km. L'échouement du bateau, c'est la frégate qui s'échoue à 80 km. Le radeau est construit le long du bord, donc le radeau part de là. En fait, il aurait été beaucoup plus simple. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais on évacue la frégate, mais tout le monde ne veut pas monter sur le radeau. Quand 52 jours plus tard, une expédition de l'Argus qui part rechercher la frégate
Parce qu'on n'a pas ramené le trésor de la méduse. Le trésor de la colonie qui est parti, lui, on ne l'a pas retrouvé. Donc on cherche l'épave. 52 jours plus tard, l'Argus retrouve l'épave sur le banc de sable et à bord, 3 survivants. En fait, ils sont restés à plus que 3. Il y en a un qui est resté, qui n'a pas voulu partir sur radeau, qui s'est mis dans un tonneau et qui est parti à l'eau. Je vois trop ce qui lui est arrivé, a priori, il n'a pas dû aller bien loin. Il y en a 17 qui ont construit un petit radeau. Alors là, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé sur le petit radeau, on ne les a pas retrouvés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y en a 3 qui sont restés à bord. Ils se sont partagés, les 3 se sont partagés le bord en 3 zones. Quand on les retrouve 52 jours plus tard, ils sont vivants. Ils sont un petit peu fatigués, hein. Ils se courent après dès qu'il y en a un qui franchit la zone de l'autre avec une hache, et voilà. Évidemment, on met tout de suite en place une cellule de crise post-traumatique, enfin, psychologique. On les récupère en fait, on les ramène à l'hôpital. Et assez bizarrement, ces 3-là meurent à l'hôpital très rapidement. C'est les 3 qui auraient pu dire quelque chose sur le fameux trésor de la méduse, et ces 3-là disparaissent. Alors ça alimente encore des fantasmes, hein, on n'a pas résolu ça encore. Il y a des théories un peu dans tous les sens là-dessus, mais toujours est-il que si au lieu d'évacuer, ils étaient restés à bord, si ils avaient fait partir un canot, alors vers Saint-Louis, pourquoi pas directement, pour prévenir aller chercher du secours, on aurait récupéré tout le monde, presque tout le monde. Et c'est pas l'option qu'ils ont choisie. Et l'option qu'ils ont choisie, c'est la plus mauvaise option qu'il fallait prendre. Embarquer du monde sur ce radeau qui n'est pas prévu pour embarquer du monde, c'était la pire des options. Mais c'est dans la continuité de tout ce qui s'est passé, de bout en bout, avant le départ, jusqu'après l'arrivée. Des questions? Karine. J'avais une question concernant les autres frégates. Donc, en fait, ils les ont perdues en cours de route et les autres frégates ont continué leur chemin jusqu'au Sénégal. Alors, c'était pas des frégates, c'était des bateaux plus petits, mais c'est pas. Alors, il n'y a que l'Écho qui arrive l'Écho, qui est une corvette qui arrive à suivre. On le voit là en haut du schéma, on voit la route de l'Écho qui part à gauche. L'Écho est commandé par un bon officier de Vénancourt, qui est un très bon officier, qui est capitaine de frégate, comme Chaumareix, mais qui se retrouve sous les ordres de Chaumareix. Et Chaumareix ne l'aime pas, Vénancourt, parce que Vénancourt n'est pas de la même couleur politique que lui. Et Vénancourt et l'Écho vont suivre la Méduse au maximum. Presque tout le temps, ils vont chercher à suivre la Méduse. Et au moment où Vénancourt s'aperçoit que Chaumareix vire trop tôt, il lui fait ses signaux pendant toute la nuit. Comme l'autre ne veut pas entendre et qu'il continue sa route, l'Écho, lui, continue la bonne route. Il a les bonnes instructions, il continue la bonne route. Il va plus au large, puis il vire et il revient sur Saint-Louis du Sénégal, où il arrive le 6 juillet, le lendemain, comme il aurait fallu. Et les 2 autres bateaux, qui sont eux beaucoup plus lents, font leur route tranquillement derrière et arrivent à Saint-Louis du Sénégal entre le 10 et le 11. Sans problème. Simplement parce qu'ils ont suivi les instructions nautiques. Ils ne se sont pas trompés de route comme l'a fait Chaumareix. Mais ils étaient beaucoup trop loin pour distinguer, pour voir que la Méduse. Oui, la Méduse était hors de vue. Hors de vue, oui. Pour que vous compreniez, le premier jour, au moment du départ de la rade d'Aix depuis Rochefort, le premier jour, Chaumareix décide d'appareiller. Alors il oublie même de prévenir les 3 autres. Décide d'appareiller, met sous voile, la Méduse commence à partir, les autres bateaux s'aperçoivent que le chef part, ils disent vite, on va suivre. La Loire ne peut pas passer les passes de l'île de Léron, elle est trop chargée, elle est trop lourde, elle n'est pas assez manœuvrante, et elle n'arrive pas à franchir à contre-courant. C'est un bateau très lent, très lourd. Elle n'arrive pas à passer. Donc du coup, Chaumareix, qui va être averti par son état-major, va s'arrêter et puis dire à attendre l'inversion de la marée pour pouvoir appareiller et faire partir la Loire. Mais la Loire, c'est une flûte, c'est un bateau de service, c'est un bateau de charge en fait. Autant la frégate est un bateau rapide, autant la Loire est un bateau de charge. C'est comme si on avait une Porsche et que derrière on avait un trafic chargé complètement, quoi. C'est évident qu'ils ne font pas la même course. Pardon ?
Pardon pour l'analogie automobile. Question. Savigny, alors, il passe sa thèse en 18, au mois de mai. Un mois ensuite, Alors Savigny, Sénèque découvrira le stéthoscope. Et donc, lui, il est médecin. lui il est médecin, Bien dit. il devient médecin et la marine du bouchage ne lui pardonne pas en fait, alors qu'il y est pour rien, la fuite de son rapport dans les médias. Et du bouchage lui en veut, et donc on fait ce qu'il faut pour encourager Savigny à quitter la marine. Il devient médecin, et en 19 il quitte la marine, et il revient à Rochefort, il s'installe en face de Rochefort, à Soubise, hein, c'est juste de l'autre côté de la Charente. Il devient médecin, puis maire de Soubise, président du tribunal des prud'hommes, et il devient une autorité locale, et il meurt assez jeune, hein, il meurt à 50 ans, il est enterré là-bas. Carrière courte. La Méduse a également eu une carrière, elle est célèbre à travers son échouement et ce qui s'est passé. Elle aurait pu être célèbre pour quelque chose d'un peu plus glorieux. La Méduse et la Salle étaient deux frégates qui étaient positionnées dans la rade d'Aix au moment où Napoléon abdique, se rend à Rochefort, part sur l'île d'Aix et doit embarquer. Il est prévu que Napoléon embarque sur la Salle et que la Méduse soit là et se sacrifie pour retarder les Anglais au maximum, de façon à permettre à Napoléon de partir se réfugier, alors c'est pas trop où, hein, de partir sur la Salle, côté américain. Sauf que Napoléon, au dernier moment, décide de se rendre aux Anglais, et du coup la Méduse qui est passée à côté d'un destin un peu plus prestigieux, mais peut-être qu'on en parlera plus aujourd'hui. Et alors, justement, on en a parlé, Dominique de Courcelles, l'artiste, me posait la question hier soir, mais pourquoi appelle-t-on un bâtiment de guerre la Méduse? C'était un convoi, pas un convoi, il y en a eu beaucoup. Alors il y a eu 7 bateaux qui se sont appelés Méduse dans la marine. Il y en a eu 3 qui ont eu des difficultés sur le banc d'Arguin, dont un sous-marin. Voilà, il y a une espèce de malédiction de la Méduse. Aujourd'hui, il n'y a plus de bateaux qui s'appellent Méduse à la marine. Je crois qu'on a compris, qu'on a fini par comprendre. Mais c'est quand même assez étonnant. 7 bateaux en tout qui se sont appelés Méduse. Et je vous dis 3 qui ont eu des difficultés, dont le dernier c'était dans les années 40, hein, sur le banc d'Arguin lui aussi. Oui, c'est 3 sur le. C'est énorme. Alors Chaumaret, lui, il était condamné. Alors Chaumaret est condamné. Chaumaret, il ne va pas s'en tirer comme ça parce que il est responsable, Chaumaret. Il est commandant, il est complètement responsable. Même s'il est malade, même si on peut lui trouver plein d'excuses, même si il n'est pas le seul coupable, il est responsable. Donc Chaumaret revient à Rochefort et sur le bateau amiral à Rochefort se tient son procès. Chaumaret, au titre de l'article 34 du Code maritime, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme commandant d'une escadre, il a commandé sans tenir compte du dispositif et il a disloqué son dispositif sans attendre les derniers bateaux. Et ça, c'est pas compliqué, hein. Le motif est là et la punition en face, c'est peine de mort. Article 35 du Code maritime, le commandant d'un bateau qui, en cas de fortune de mer, doit évacuer, etc., évacue en dernier. Je vous dis, Chaumaret, non seulement il évacue pas en dernier, mais il reste même des gens sur la frégate 52 jours plus tard. Donc il n'a vraiment pas évacué en dernier. Article 35, machin, peine de mort. C'est pas compliqué, il a déjà deux motifs d'exécution. Et à l'époque, je peux vous dire qu'on rigole pas. Hein. 1809, au moment du forcement de la rade d'Aix, le Régulus, qui était un vaisseau, s'est retrouvé coincé par les Anglais. Son commandant le ramène le long des côtes, il s'échoue le long des côtes, il ne perd pas son équipage, il ne perd pas son bateau, le bateau est abîmé bien sûr, mais c'est tout. Mais comme le commandant du Régulus n'a pas fait ce qu'il fallait, on lui dit c'est peine de mort. Donc, et c'est illico presto, plage arrière, poum, sans appel. Hein. À l'époque, c'est ça. Et ce qui aurait dû arriver à Chaumaret, c'est condamnation à mort, à l'arrière, et poum, voilà. Sauf que le procès de Chaumaret, il n'est pas transparent non plus. Parce que si on gratte, en fait, c'est pas le procès de Chaumaret qu'on fait, c'est le procès de l'État. Pourquoi Chaumaret a été désigné?
comment Chaumaré a été réintégré, comment s'est fait la distribution des rôles, etc. Et là, du coup, plus on gratte et plus on se rend compte que on sort du simple contexte de la Méduse. Donc Chaumaré, il est condamné à 3 ans de forteresse. Il est condamné à 3 ans de forteresse et à la perte de ses médailles. 3 ans de forteresse qu'il va exécuter au fort du Ham, dans la Somme. Il va passer ses 3 ans. Il va sortir de là et retourner dans le château familial, là, près d'Angoulême. Ce pauvre Chaumaré, il a tellement rien compris qu'il écrit au roi: Sire, j'ai fait mes 3 ans, qu'on me rende mes médailles. Faut vous dire. Bon, on ne lui rend pas. Je sais pas pourquoi. Ça fait rien. Il va continuellement, il va demander à récupérer ses médailles qu'on ne va pas lui donner. Et il va vivre là comme un reclus. Dès qu'il sort de chez lui, il y a les enfants du village qui lui jettent des pierres. Son fils, le fils de Chaumaré, ne pourra plus supporter ça, va se suicider. Tellement il a la honte est sur la famille. Et Chaumaré va vivre une vingtaine d'années comme ça avant de mourir tranquillement chez lui. Pour en revenir à la thèse de médecine de Savigny, ce qui est étonnant, c'est d'abord qu'il surface ça d'une façon très délicate. Voilà. C'est pas cru quand même. C'est prononcé sans être il y a maintenant. Mais c'est faut presque lui faire un procès de sa vision sociale des individus. Un matelot, les militaires, à un moment donné, il dit qu'ils ne mangent pas, mais ils essaient de porter à leur bouche des excréments. C'est étonnant, au bout de 3-4 jours, quand même, de bouffer des excréments. Enfin, je ne sais pas, on va tous tenir au moins 4-5 jours sans manger. Il dit ça. Et pour lui, c'est répugnant. Enfin, c'est le peuple qui est un peuple. Et il dit ensuite que les officiers se résignent à manger la viande. Là encore, très très tôt, c'est ça qui est étonnant. La viande humaine, qui agrémente avec des poissons volants. Mais pour en revenir à ça, est-ce qu'il y a eu un jugement porté, un jugement de valeur ou autre, sur ce cannibalisme, puisque ce n'est pas inscrit dans la loi, ça c'est pas, on ne peut pas punir. Non, c'est ce qui fait scandale. En fait, ce qui fait scandale, c'est le cannibalisme. Mais il n'y a pas de jugement pour cannibalisme. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de procès pour cannibalisme. À aucun moment, ça n'apparaît non plus dans le procès de Chaumaré. Ça ne remonte pas non plus. Mais en même temps, c'est ce qui choque l'opinion et c'est ce qui fait scandale. C'est ça. Ils ont mangé de la chair humaine au bout de 3 jours. Alors, ils ont mangé de la chair humaine. C'est juste parce que c'est bientôt l'heure de l'apéritif. Ils ont bu de l'urine et ils faisaient des essais comparatifs. Celui-là a un meilleur goût que l'autre. Ils déplorent même à un moment la mort d'un quartier maître qui avait pourtant le meilleur goût d'urine. Quel dommage. Ils en sont là, mais à aucun moment on leur reprochera quoi que ce soit là-dessus. Ce qu'on reproche en fait, c'est la perte du bateau. C'est même pas au procès de Chaumaré, on ne fait pas intervenir tous les officiers. Des officiers qui auraient pu, de son état-major, qui auraient pu avoir un avis assez marqué, assez tranchant, n'interviennent pas. Et le cannibalisme n'est pas dans les actes qui sont reprochés à qui que ce soit. Alors, pas à Chaumaré directement, on peut dire qu'il n'était pas sur le radeau, mais qu'il soit responsable du radeau, et ni à Coréard, ni à Savigny. Et on sait parfaitement que c'est Savigny, encore une fois, qui a entrepris le découpage des parts, en disant effectivement que dans un premier temps, alors c'était les soldats noirs, puis les soldats, et que les officiers ne s'y sont résignés qu'à la dernière extrémité. Comme si c'était... il y avait un jugement, effectivement, un jugement social sur le fait de procéder comme ça. Mais pas de jugement. Est-ce qu'il faut voir, au travers de ce jury prestigieux, une réparation du dommage de Savigny ou non? Pourquoi autant de grands noms de l'époque, parmi les professeurs de médecine, qui assistent à la soutenance? Je pense que Savigny était devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un people, peut-être. Peut-être qu'il fallait en être, je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, mais je pense en tout cas que c'était une affaire d'État et qu'il fallait mettre ça au niveau, à un niveau suffisamment important pour que l'affaire ne soit pas équivoque en tout cas et qu'on n'ait plus rien à reprocher là-dessus.
s'il vous plaît, monsieur. En dehors des relations par Coréard et par Savigny de leurs aventures sur le radeau de la Méduse, quels sont les témoignages dont vous êtes servis, puisqu'ils sont plutôt accablants? Est-ce que c'est Savigny lui-même qui dit qu'il a découpé la malle de chair humaine, ou est-ce que ça vient d'autres participants après coup? Alors, en Coréard et Savigny ont écrit, bien sûr. Il y a le capitaine Dupont, capitaine d'infanterie, qui était sur le radeau avec une partie de son bataillon, qui a écrit ses mémoires. Alors, le capitaine Dupont, ses mémoires sont à prendre avec réserve, parce que la première partie des mémoires du capitaine Dupont, alors je vais peut-être, voilà, capitaine d'infanterie, c'est écrit comme un capitaine d'infanterie, c'est-à-dire que c'est du brutal, quoi. C'est écrit avec les pieds, hein, un style assez âpre. Et puis la deuxième partie qui concerne son épopée sur la Méduse et sur le radeau, là, c'est dans un style très, très limpide, très, très fluide, soigné. Et ces mémoires ne sont éditées que 50 ans après sa mort. Je pense que les mémoires de Dupont concernant la partie Méduse ont été transcrites. Et c'est pour ça aussi que dans les mémoires de Dupont, on trouve l'histoire de cette cantinière qui était sur le radeau, parce que le transcripteur des mémoires de Dupont a dû se servir des éditions de 1920-21 de Coréard et Savigny. Donc là, eux ont écrit. Maudet a écrit aussi, il n'était pas sur le radeau. La fille de Picard a écrit également, La chaumière africaine. La chaumière africaine a écrit, elle n'est pas non plus sur le radeau, mais elle est sur le bateau et elle participe également à l'évacuation sur les canotes. Donc c'est intéressant à double titre, à la fois sur l'approche de cette jeune fille civile qui en part sur une expédition comme ça, et ensuite sur les premiers instants d'existence des colons en Afrique, et c'est affreux. Enfin, voilà, c'est un livre assez intéressant. Il y a par ailleurs les annotations de l'édition de Coréard, les premières éditions de Coréard, par Maudet, par Griffon du Bellay. Griffon du Bellay était le secrétaire de Schmaltz. Griffon du Bellay devait embarquer sur un canot. Schmaltz lui dit « Oh, j'ai oublié ma serviette ». Griffon retourne sur la frégate et Schmaltz lui dit « Non, ben lancez-la moi et allez sur le radeau ». Et Griffon se retrouve comme ça sur le radeau. Bref. Mais Griffon du Bellay a annoté les mémoires la relation de Coréard, et lui écrit dans la marge que le tonneau d'alcool a été poussé par les officiers. Il dit c'est faux, le tonneau a été collé, c'est écrit de sa main. Touche la Villette, qui était le charpentier, qui va réaliser une maquette du radeau pour Géricault, a un peu écrit aussi, et lui aussi dit que relate cet épisode en disant que ce sont les officiers qui ont poussé l'alcool. Alors, si vous cherchez quelque chose à lire sur le radeau, sur cette affaire, moi je vous encourage à lire le livre de Michel Agnette. Alors, l'édition précédente s'appelait Paroles de naufragés, mais il y a une nouvelle édition. Michel Agnette a consacré sa vie à l'affaire de la Méduse, et il a recoupé les sources dans tous les sens. Son travail est formidable, et son livre se lit de manière très agréable, parce qu'il écrit son livre comme il rêvait de faire un film, pas un AV comme a fait Alimi avec Jean-Yann, un vrai film sur l'affaire de la Méduse. Et du coup, il écrit son livre un peu comme un scénario, mais en recoupant les sources et en allant aux sources. Il a un travail tout à fait remarquable. Agnette, H-A-2-N-I-E-T. Merci. Vous avez fait naître, je suis là, vous avez fait naître auprès de moi une certaine inquiétude pour la santé de Madame Schmaltz. Rassurez-nous peut-être sur ce qui lui est arrivé. Je voulais savoir aussi s'il y a eu éventuellement d'autres condamnations d'autres personnages. Donc, a priori, s'il y a eu 3 ans d'internement pour le responsable d'expédition, ça présuppose qu'il n'y a rien eu d'autre. Et puis, dernière petite question, l'impact au niveau de la société française de ce drame, il a été très fort, il a duré longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots plus? Merci. Alors, je vais commencer par l'essentiel, Madame Schmaltz, qui du coup est arrivée à bon port à Saint-Louis du Sénégal, est restée avec son mari pendant une petite année
Parce qu'évidemment, les Anglais avaient promis de rendre la colonie, mais ils ne le font pas non plus spontanément. Donc pendant une petite année, Schmalz va se battre et se débattre avec Madame Schmalz pour reprendre la colonie. Puis finalement, il rentrera en France et tout se passera très bien pour eux par la suite. Donc voilà le premier point réglé. Deuxième point, il n'y a eu que Chaumareix qui a été condamné. C'est le seul procès qui a eu lieu sur la Méduse. Et encore une fois, on ne va pas plus loin. On étouffe vite l'affaire pour ne pas faire un scandale politique. Il n'est pas dégradé, comme par exemple la Zelle l'a été. On a juste changé les décorations. Ouais. Mais il n'a plus de pension, il n'y a plus rien. Hein. Quand même. Oui, je voulais revenir sur les actes de cannibalisme. Oui, il y avait ceux qui étaient décédés, morts, mais il y en avait certainement qui étaient en très mauvais état et achevés. Et achevés parce qu'ils souffraient horriblement, etc., ou peut-être même qu'ils le demandaient. Et c'est peut-être ça qui a choqué la société, c'est de les achever et de les manger tout de suite après. Quoi. Donc, alors, je crois qu'il y a une différence quand même entre quelqu'un qui est mort et qui va être dont le corps ne sert plus à rien devant des gens qui sont peut-être affamés, et d'autres qui sont tués, même s'ils sont en mauvais état, c'est pas le même acte. Alors on s'embête pas pour achever les blessés et les mourants, on s'embête pas, hein, on les met à l'eau. On les jette à l'eau, donc on ne peut pas les manger après, on les achète à l'eau. En fait, ils mangent des corps morts. On en jette, mais on en garde. Il continue. Mais Savigny parle de vieillards et d'enfants qui n'ont pas survécu bien longtemps. Il dit que c'est entre 25 et 35, 40 ans que les gens survivaient. Il parle d'enfants et de vieillards. Est-ce vrai? Il y avait des vieillards et des enfants sur le radeau? Alors, sur le radeau, il y avait des mousses, puisque les deux mousses qui se suicident avec le boulanger dès le premier matin, en fait, il y avait bien deux mousses sur le... Et pas des enfants, hein, c'est des jeunes marins. Il y a un mousse, il a entre 13 et 17 ans. Il n'y avait pas d'enfants. Les vieillards sur le... Il n'y avait pas de vieillard non plus sur le radeau. Le vieillard, on le retrouve chez Géricault, qui nous met son vieillard au premier plan, là. Mais là, c'est pour d'autres choses que Géricault nous met un vieillard. Et on appelle vieillard un bosco ou un charpentier qui a navigué depuis 20-25 ans, qui est largement buriné et qui, voilà, mais qui a 45-50 ans. C'est pas un vieillard, en fait. C'est un marin qui est largement marqué par ses années de navigation. C'est pas de sens. Il y a le jeune Léon. Oui. Oui, le cannibalisme, c'est pas prévu dans la loi. Et il y a une affaire très très importante, c'est celle de l'Argentine, les survivants. Il y a eu énormément de procès. On n'a jamais pu statuer, à part l'Église qui parle avec la morale, etc. Mais ça reste maintenant, il y aurait un cannibalisme demain, les avocats ne savent pas quoi faire. Moi je me souviens un tout petit peu de l'histoire des survivants. Il y a eu beaucoup de procès, ils ont été mis en prison. Ceux qui sont descendus chercher du secours, quand on a dit mais ça fait combien de temps vous êtes là? Bon, comment vous êtes là? En forme. Ils avaient de l'eau, c'était la neige, et ils avaient des protéines, c'était les morts de l'avion, qui étaient très bien conservés à cause de la température. Congelés. Et on a commencé par les mettre en prison, et après on a dit on ne peut pas. Et eux ont mangé des corps humains après 3 semaines, après 3 jours, quand ils mouraient de faim. Oui, mais même eux, oui. Ils ont commencé par vouloir, voulu les juger. Oui, tout à fait. On n'a pas pu les juger. D'ailleurs, comme dit madame, au nom de quoi une grande faim avec quelqu'un qui est mort, au nom de quoi Ouais. Ça va tout, quoi. Et curieusement, l'être humain peut manger beaucoup de choses invraisemblables. Hein. Pendant le siège de Paris, c'était incroyable. Il y a des écrits absolument fantastiques, des lettres des gens qui pouvaient absorber des racrevés depuis je ne sais pas combien de temps, pris sur des cadavres à la Salpêtrière. Ça, je l'ai vu dans les... avec... Ah,
il y a quand même des écrits, il y avait des conserves, la conserve existait, et il y a des gens qui se plaignaient du goût des souris qui étaient conservées, on vendait ça à 5 francs à l'époque, sur les boulevards, ils se plaignaient du goût des souris qui étaient avarquées, et non, on mangeait ça. L'être humain peut manger beaucoup de choses, on mange même de la terre. À Haïti, lorsqu'il y a eu la famine, les gens mangeaient de la terre. Par rapport donc à Jéricho, il a 25 ans lorsqu'il passe là. Oui, il est tout jeune, il rentre d'Italie, il décide, Jéricho cherche en fait à créer une œuvre majeure. Hein. Il a déjà son cuirassé et puis le cavalier là, comme tableau de grande ampleur. Et Jéricho s'empare de l'idée. Alors, Jéricho, c'est une source aussi pour nous, mais c'est une source qu'on prend avec précaution. D'abord, c'est de la peinture, donc c'est de la propagande. C'est une image. Jéricho n'était pas là, il n'a rien vu. Il a interrogé en revanche les survivants et ça permet de dire, par exemple, vous savez, on entend assez souvent, Jéricho ne savait pas peindre les pieds, il mettait des chaussettes à ses personnages. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on l'entend et on le lit. C'est affligeant. Jéricho savait peindre les pieds, je pense. Mais surtout, Jéricho a fait un vrai travail d'enquête et il a bien compris que quand on passe 13 jours les pieds dans l'eau, on n'a plus de peau. On se protège comme on peut. Et qu'on met des linges pour se protéger, parce qu'ils ont les pieds dans l'eau continuellement. Donc voilà sur cette histoire. Alors l'histoire du vieillard de Jéricho, là, alors je ne suis pas historien d'art, hein, je ne vais pas non plus vous faire une lecture du tableau de Jéricho, mais il y a ce vieillard qui est tourné de l'autre côté. Tous les personnages, passage, vous vous rappelez sur l'Argus, le commandant Arpajon qui dit 15 moribonds. Hein. Moi, le jour où je serai moribond et que j'aurai un dos comme ça, je pense que ma femme sera très contente. Les dos des personnages, là, pour des moribonds, se portent plutôt bien. Lui est tourné dans l'autre sens. Et alors nous, il y a des clés qu'on n'a plus, mais des clés de lecture qui sont très présentes en 1819. C'est que ce que peint Jéricho là, c'est Saturne. En fait, et c'est le mythe de Saturne. Et Saturne mange ses enfants. Et quand on regarde ce tableau à grande échelle, alors le jeune qui est sur ses genoux, c'est symboliquement son fils, mais ce Saturne-là, il porte une légion d'honneur. Alors là, on ne voit pas, je suis désolé pour la qualité de la diapo, je vous assure, retournez voir le tableau au Louvre, vous verrez qu'il porte sa légion d'honneur. Et en fait, ce que peint Jéricho, c'est l'Empire a dévoré ses enfants. C'est du message politique. L'Empire a dévoré ses enfants. Ce qui va sauver l'humanité, vous voyez, qui met en haut de sa pyramide, là, c'est lui qui aperçoit l'Argus qui est ici et qui va sauver tout le reste. L'humanité, elle est là derrière, et ce qui sauve l'humanité, c'est un métis. C'est pas un noir, c'est un métis. C'est encore pire, entre guillemets, si je puis dire, pour l'époque. Et c'est lui, l'avenir de l'humanité. Le métis qui est là. Sur le radeau, il y avait un soldat noir. On en trouve 3 sur le tableau de Jéricho. Lui ici et lui ici. Et lui ici, on le voit très mal, mais ces 2 personnages-là joignent les mains comme ça sur le tableau. Et du coup, on se dit, tiens, il remercie Dieu, enfin, il prie. Non, ça c'est un geste maçonnique. C'est pas un geste de prière, c'est un geste maçonnique. Et le personnage noir qui est derrière enserre les poignets de celui qui a les mains comme ça. Et ça, quand on le décrypte, c'est fraternité entre les peuples. C'est pas anodin, hein, une peinture, ça se lie avec des codes aussi. Et là, à travers ce tableau de Jéricho, on décrypte la volonté affirmée de Jéricho de travailler justement à ce discours social, à ce discours de fraternité entre les peuples, d'amélioration de la société, etc. Ceux qui sont ici, eux, sont condamnés, quoi, ils sont perdus. C'est bien lui le héros.
Il y a un héros noir à l'époque, et encore plus Métis, je vous dis, hein, il explose les codes de la peinture de l'époque. Là, il va à contre-courant de tout. Il affirme des choses. Vous chercherez sur le tableau de Géricault des morceaux de chair humaine qui sèchent sur des haubans. Il n'y en a absolument aucun. Pourtant, tout le monde identifie ça à l'histoire de la Méduse. Et on sait qu'il y a eu le cannibalisme. Il n'y a aucun morceau de chair humaine. Il n'a pas besoin de les dessiner. On les voit à travers ce qu'il suggère. Alors, il y a une espèce de ligne rouge là qu'on voit très mal. Il y a une hache ensanglantée. Il y a des éléments comme ça dans le tableau qui rappellent les épisodes de combat et les épisodes de cannibalisme. Mais il n'a pas besoin de les peindre pour qu'on les comprenne et qu'on les voit. Encore une fois, je suis désolé pour la qualité du... Mais je vous encourage à revoir le tableau à travers ces angles-là. Oula. Des questions là? Deux questions, s'il vous plaît. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on accusait les soldats noirs d'avoir fait le premier. Là, vous nous dites qu'il n'y avait qu'un seul noir. Sur le radeau. Survivant. Un survivant. Survivant. Ils étaient plus nombreux. La deuxième question, c'était au sujet de la carte tout à l'heure. Oui. Il n'était pas possible, au lieu d'aller vers le sud, d'aller vers l'est. Pour le radeau? Ouais. Mais le radeau dérive. Il dérive. Il n'est pas manœuvrant. Absolument pas manœuvrant. Nous, quand on a reconstruit le radeau... alors, les canaux, eux, ils sont partis. Et en plus de ça, il n'y avait pas de boussole. Il n'y avait rien du tout à bord du radeau. Coudin demande si quelqu'un a quelque chose. Il y a un des matelots qui trouve une boussole dans une de ses poches. La boussole passe de main en main. Et avant d'arriver à Coudin, plouf! Je vous dis, un bonheur n'a bien mis seul, quoi. Tout ce qui pouvait arriver est arrivé. La boussole est tombée dans l'eau, ils n'ont pas pu la récupérer. Donc ils n'ont pas de boussole, ils n'ont rien. Et le radeau, est absolument pas manœuvrant. Quand on a fait la simulation dans le port de commerce, il ne veut pas, bon tant pis. Quand on a fait la simulation dans le port de commerce, qu'on a mis le radeau dans l'eau, le radeau il fait 20 tonnes. 20 tonnes, il n'y a rien pour manœuvrer. Nous, on a démonté un des espars qui était dessus, et on a essayé d'en faire une barre franche. Et puis la petite voile qu'on voit là, elle ne sert pas du tout à manœuvrer, la voile. Cette voile, elle n'est là que pour être vue de loin. Parce que le radeau étant lui-même sous l'eau, on ne voit rien. Donc la voile, elle sert de point haut pour être remarquée en mer. Elle ne sert absolument pas à manœuvrer. 20 tonnes ne peuvent pas être bougées par ce. Donc en fait, il dérive. Il ne contrôle rien. Il dérive. Et c'est pour ça qu'on va mettre du temps aussi et que l'Argus va mettre du temps à les retrouver. Et qu'il ne les retrouvera que le 17. Une première fois, il passe devant sans les voir. Là, le moment qui a été choisi par Géricault, ce que Géricault dit, c'est qu'il peint le moment où l'Argus revient pour la deuxième fois. Il est passé 2 heures avant, il n'a pas vu le radeau. Du radeau, on a vu le bateau, mais lui, il n'a pas vu le radeau. Et là, il revient 2 heures après, et là, du coup, c'est là où il va voir le radeau et qui va découvrir ce qui reste en fait de ces naufragés. Et vous voyez sur le radeau, nous, ce qu'on voit souvent, c'est cette partie-là du radeau, où on a cette espèce de scène là, qui est là et qui nous invite à monter sur le radeau. Mais Géricault peint bien un radeau qui est très très long derrière. Sauf que cette partie-là, on ne la voit pas en fait. On ne la regarde pas. Toute la partie, le radeau fait bien une vingtaine de mètres. Mais Géricault ramène toute la scène sur le devant en inclinant son radeau de façon à nous inviter à monter à bord et à participer à cette scène. C'est toute la force en fait de ce tableau. Et sur le tableau, on trouve des éléments ici par exemple, on trouve des éléments ici et là, des éléments d'infanterie de ligne, puisque première édition du tableau, Géricault a interdiction de l'appeler radeau de la Méduse, ça s'appelle scène de naufrage. Et il ne peut pas exposer en France, il va exposer en Angleterre. Scène de naufrage, en 1819, quand on voit des équipements d'infanterie française, qu'on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé, il ne faut pas être bien malin pour comprendre qu'en fait, il s'agit bien du radeau de la Méduse. D'autres questions? Oui. On a bien vu, c'est intéressant. Très intéressant. Très intéressant.
dans la relation de Corée, peut-être la troisième édition, il indique lui-même, si j'ai bien compris, que Géricault a fait poser les auteurs, il a fait poser Savigny, il a fait poser Coréard lui-même, et aussi, je crois, Delacroix. Comment est-ce que vous reliez tout ça à cet éloge du métis, enfin l'espoir que représente cette nouvelle naissance? Alors, Delacroix, Delacroix est là. Voilà. Il est là, Delacroix. De dos, on voit que ses cheveux. Là, ici, vous avez Coréard et Savigny qui est dans le noir, là, qu'on ne voit pas. Donc, il les a représentés, mais il s'est servi de ces modèles. Il avait des modèles, et notamment un modèle pour représenter les trois personnages noirs ou métis du tableau. Il a demandé à Joseph, qui était son modèle noir, de poser. C'est le même modèle qui va représenter ces trois personnages. Touche la Villette et les autres survivants sont pas figurés sur le tableau de verre. Bien, mais écoutez, conférence formidable. Merci Philippe. Tu vas écrire un livre prochainement, donc je le ferai afficher sur notre programme, ça vous pourrez le lire, en collaboration avec Bruno Chenick. Bruno Chenick qui est le spécialiste de Géricault. Voilà, donc je vous invite maintenant demain, si la mémoire vous intéresse, et l'histoire de la mémoire, nouvelle conférence. Encore merci Philippe. Merveilleux. C'est passionnant. Comme quoi, heureusement qu'il n'est pas venu.